BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, vous connaissez l'adage, la loi est dure, mais c'est la loi. Oui, encore faut-il la connaître, parce que tout bouge vite, tout bouge trop vite justement. Et c'est la raison pour laquelle, sur BFM Business, on a décidé chaque semaine de vous faire un point de droit, mais le plus simplement possible, le plus clairement possible, avec un état d'esprit tout simplement pédagogie. Bienvenue dans le club du droit. À suivre dans 2 minutes, l'acte de la semaine, le dossier de la semaine consacré à la donation-partage. Ça vous concerne tous. Vous aurez aussi la parole. Vous pourrez poser vos questions sur l'adresse qui a été créée spécialement pour vous, le club du droit @bfmbusiness.fr. Et ce sont nos amis notaires qui vous répondront. Auparavant, ça s'est passé cette semaine, les dernières news avec Erwan Maurice. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Erwan, alors, on en avait parlé sur BFM Business, ça y est, donc les règles ont changé. Pour ceux qui louent leur logement, par exemple sur Airbnb tout simplement, il faut bien faire attention à ne pas enfreindre la loi. C'est le cas depuis le 1er octobre. Si vous êtes propriétaire et que vous voulez louer votre logement, notamment sur Airbnb, effectivement, dans ce cas, attention, vous avez droit à 4 mois de location maximum, soit 120 jours par an. Et si vous êtes dans une ville de plus de 200 000 habitants, il faudra impérativement vous enregistrer en mairie. Idem, si vous louez votre résidence secondaire cette fois-ci, le revenu doit être déclaré dès le premier euro en poche. L'imposition dépendra évidemment de la somme que vous aurez perçue. Et enfin, si vous êtes cette fois-ci locataire de votre logement et vous n'êtes pas soumis à ces contraintes, si vous louez depuis mars 2014, vous pouvez même fixer vous-même le prix du loyer. Et sachez, pour terminer, que 2500 personnes ont déclaré en moins de 10 jours la location auprès de la mairie de Paris. C'est ça, depuis le 1er octobre, donc 2500 déclarations. Voilà. Peut-être y en aura-t-il d'autres, peut-être y a-t-il des choses cachées, je ne sais pas. On continue avec vous, Erwan Maurice. C'est la compagnie allemande de services immobiliers Patrizia, donc, qui liste les villes européennes où il fait bon investir. Alors, lesquelles ? Alors, 119 villes ont été passées au crible et classées d'après leur attractivité à long terme, dans le but de définir celle où il est le plus intéressant d'investir. Résultat, Londres, Paris, Stockholm sont les villes fortes de ce classement de l'immobilier résidentiel, très attractive, avec cependant, donc un marché profond, mais avec cependant des rendements limités. En revanche, des villes comme Édimbourg, Lisbonne ou Marseille offrent des retours sur investissement qui compensent les risques pris sur le long terme. Dans ces villes, les investisseurs devraient dégager des rendements supérieurs à la moyenne selon cette étude. On va terminer avec un groupe de simplification, de consolidation sur l'éolien. Voilà, l'éolien, on parle du vent donc, qui vient d'être créé. Pourquoi c'est compliqué tout ça ? Compliqué, très compliqué Fabrice, notamment sur le plan administratif qui complique la diffusion des progrès technologiques faits sur les éoliennes nouvelle génération ces dernières années. Le gouvernement souhaite donc associer l'ensemble des acteurs locaux au développement des énergies renouvelables. L'éolien continue à se développer en France. Aujourd'hui, on compte plus de 10 000 éoliennes sur notre territoire. Tout l'enjeu est de faire en sorte que tout se passe bien avec les riverains. C'est pour cette raison qu'un groupe de travail va notamment plancher sur la simplification administrative, la question des contentieux ou de la fiscalité. Voilà, merci beaucoup Erwan Maurice. On continue donc dans le club du droit avec l'acte de la semaine. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Oui, chaque semaine, un dossier, c'est l'acte de la semaine. Didier Coiffard, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire dans le département de l'Ain, à Oyonnax, et vous êtes également président du Conseil supérieur du notariat pour cette première du Club du droit sur BFM Business. On a voulu évoquer la donation-partage. On va définir quand même, comme on va le faire chaque semaine, le plus simplement possible, je le disais tout à l'heure, la notion dont on parle. Qu'est-ce qu'on entend par donation-partage et pourquoi on a envie d'en parler aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que la donation-partage, c'est certainement dans les actes notariés l'acte le plus important pour une famille, enfin un des actes les plus importants, parce que ça permet à une personne de son vivant de donner les biens qu'il possède, en tout ou partie,
à ses présomptifs héritiers, mais surtout de les répartir, de les partager. C'est l'acte répartiteur. Et donc, si vous voulez, c'est un gage de pacification dans les relations familiales et d'anticiper sur des problèmes futurs dans sa succession. Le notaire, dans son rôle de pacificateur pour mettre un terme, ou pas, en tout cas apaiser le temps donc d'un acte, les brouilles au sein de la famille. C'est éviter que les héritiers se déchirent lors du décès. Et donc cet acte-là permet d'anticiper ces problèmes-là. Et vous avez raison de le rappeler, Didier Coiffard, la donation-partage, donc c'est une donation et un partage, comme son nom l'indique tout simplement. On transmet de son vivant, voilà, on le précise bien, de son vivant, et on décide de répartir tout ou partie de ses biens à ses héritiers. Donc on peut anticiper combien, à qui, quelle part, c'est tout ça. On n'est pas obligé de faire ça sur le strict régime de l'égalité. Alors, il faut toujours rechercher l'égalité, parce que l'égalité est source de paix dans les familles. Ceci étant, il y a parfois des cas où on n'est pas obligé de respecter l'égalité. Je pense par exemple à des transmissions d'entreprise où des fois on a besoin de récompenser un enfant un peu plus qu'un autre parce qu'il a justement participé au développement de l'entreprise et que si elle a cette valeur-là aujourd'hui, c'est grâce à lui parce qu'il y est. Voilà. Donc alors, c'est toujours un pilotage assez fin et on doit toujours chercher l'adhésion en fait, des autres codonataires. Oui, et c'est en ça que c'est complètement différent du testament où là, le testament intervient, qu'on ouvre au moment de la mort, justement, et bien, du donateur, en tout cas du légataire. Voilà. La donation suppose l'acceptation de la part de ceux qui reçoivent. Alors que dans un testament, je dirais que c'est presque une décision imposée, subie. C'est pas la même relation. Et il existe différents types de donations ou pas ? Alors il y a différents types de donations. Il y a les donations simples qui ne répartissent pas les biens entre les héritiers. Je donne un bien à un enfant à un moment donné et je donnerai un autre bien à un autre moment à un autre enfant. Ça, ce n'est pas une donation-partage. La donation-partage, c'est l'ensemble des héritiers, des présomptifs héritiers participent à l'acte et répartissent tout ou partie des biens. Et ce qui est intéressant aussi, et là je me mets du point de vue des bénéficiaires, on perçoit immédiatement un patrimoine. Alors on perçoit immédiatement un patrimoine, alors pas nécessairement la jouissance, parce que la jouissance peut être différée, c'est-à-dire que les parents peuvent garder la jouissance des biens, ce qu'on appelle l'usufruit, mais surtout le gros avantage de la donation-partage, c'est que à partir du moment où elle est signée, les valeurs sont actées, elles sont arrêtées, et lors du décès, on ne peut pas les remettre en cause. Ah, c'est intéressant. Et donc, alors que quand vous faites des donations différentes, à des moments différents, vous devez tout réévaluer au moment du décès, avec bien sûr des écarts qui peuvent être très importants en fonction des uns et des autres. La donation-partage a pour intérêt de pouvoir remettre à un moment donné tout à plat et de veiller à une certaine égalité entre l'ensemble des héritiers. Il n'y a aucun recours possible ? Alors, à partir du moment où les évaluations sont correctement faites au moment de la donation-partage, non, il n'y a pas de recours possible. Bien sûr, il y a ce travail d'expertise qui doit être fait. Alors, question pratique, et c'est le principe donc, de l'acte de la semaine. On va essayer de se poser un maximum de questions autour de cette donation-partage. Chaque semaine, il y aura un notaire qui viendra, c'est vous, donc Didier Coiffard. Qui peut en bénéficier ? Alors, deux principes, ce sont les présomptifs héritiers, donc ces héritiers légaux, ces enfants, c'est la majorité des cas, mais pas seulement. Parce qu'avec la réforme de 2006, on a permis même d'associer le conjoint à une donation-partage. Il fait partie des présomptifs héritiers. On a même permis de faire des donations-partage transgénérationnelles, c'est de sauter des générations, où les enfants peuvent renoncer et laisser à la place leurs propres enfants. Et on a aussi également un autre cas où on peut aussi, à l'occasion d'une donation d'entreprise, même associer un tiers à cette donation-partage dès lors qu'elle participe de la transmission d'une entreprise. Donc c'est un schéma qui est extrêmement souple, extrêmement facile à manier. Alors parfois complexe parce qu'il faut tenir compte, je dirais, des idérata des uns et des autres, bien évidemment, parfois des relations qui peuvent être un peu conflictuelles entre les uns et les autres. Donc c'est un acte quand même très complexe, mais c'est un acte à un moment donné qui remplit une fonction de pacification des relations familiales. Il faut l'accord des héritiers si c'est... Ah oui, ça c'est totalement indispensable. Et c'est là où le notaire intervient. Et là, il faut quand même rentrer quelque part dans les coulisses de la famille, nécessairement, pour connaître qui fait quoi, qui est qui par rapport à l'autre, et peut-être connaître un peu les rancœurs au départ. Oui, alors c'est l'intérêt de notre profession, c'est que nous sommes au cœur des familles et nous avons le vécu de ces familles-là que nous connaissons parfaitement et parfois ça nous permet aussi à nous de poser réellement des problèmes sur la table que le donateur n'a pas osé poser. Et donc, de famille. Sans parler de secret de famille, mais lourdeur, attention et mettre en garde sur ce qu'on va faire parce que
La donation-partage est un outil, encore une fois, extraordinaire, mais des fois, nous mettons en garde aussi les donateurs en disant, attendez, ne donnez pas tout aujourd'hui parce que pensez à un risque qui est celui du risque de longue vie. Qui est Vous-même, voilà. la dépendance, Voilà. hein, les risques de dépendance qu'on peut avoir. Et donc, ça n'est pas la peine aujourd'hui de tout donner pour demain demander à vos enfants de vouloir satisfaire à une obligation de secours. Et là, par contre, là, c'est une catastrophe parce qu'on ne va pas répartir l'effort entre ce que chacun a reçu, mais entre ce que chacun est en mesure de contribuer. Et là, Vous voyez un peu. et là, on revient à nouveau dans Voilà. des rancœurs, dans Donc, des brouilles. Donc on c'est croyait à être- chaque fois ouais. un dosage subtil et adapté à chaque famille. Chaque famille est un cas particulier. Quels biens sont concernés par la donation-partage, Didier C'est- Coiffard? Alors l'ensemble des biens, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être un portefeuille de bourse, ça peut être de l'argent tout Vous le simplement. disiez, l'entreprise aussi. L'entreprise, oui, c'est. Et surtout quand on associe les transmissions d'entreprise à un pacte qui s'appelle le pacte Dutreil, hein, que vos auditeurs connaissent, Bah oui. et qui permet de réduire considérablement la note fiscale, hein, 75% d'abattement sur la valeur. Alors, la procédure, elle est simple. Hein. Elle se fait chez le notaire, tout simplement. Voilà, c'est d'abord un rendez-vous de préparation avec le notaire qui va poser les bonnes questions, rappeler l'ensemble des conditions qu'on peut imposer ou ne pas imposer. Et puis ensuite, un travail d'évaluation qui est fondamental, qu'il faut vraiment faire de manière très très sérieuse. Et puis ensuite, on envoie un projet à l'ensemble des donataires et puis la signature chez le notaire pour finaliser tout cela entre l'ensemble des donataires et donateurs. Et tout ça, ça prend combien de temps? Ça dépend de l'importance. Vous pouvez avoir prenez une transmission d'entreprise, ça peut des fois demander 1 an, si on veut s'y prendre bien à l'avance, bien préparé. Après, bon, sinon, je dirais que dans la majorité des cas, c'est à peu près un délai de 3 mois entre bien poser les questions, bien élaborer. Il y aura bien sûr des fois plusieurs rendez-vous parce que les donateurs réfléchissent. Est-ce que je vais donner tel bien à tel enfant ou tel bien à tel autre? Et la donation partage, elle a aussi une vertu qui est une vertu réparatrice. Prenez l'exemple d'une donation partage où vous auriez donné une entreprise à un enfant. Et vous apercevez que finalement, l'enfant n'est pas taillé pour la direction de cette entreprise, mais que tel autre, finalement, aurait mieux fait le travail. Eh bien, avec l'accord de l'enfant qui a reçu, vous pouvez parfaitement refaire une nouvelle donation partage, réintégrer ce qui a été donné et redistribuer à celui qui, finalement, serait peut-être le plus à même Très bien. de C'est diriger. assez souple quelque part. C'est un On ne outil se de ferme souplesse. pas de porte. Tout à fait, tout à fait. Ça coûte combien? Alors, une donation partage sur le plan fiscal, parce qu'il y a la fiscalité qui est là, hein, Toujours. alors, des abattements 100 000 euros par rapport à chaque enfant, et après on est très vite dans des tranches à 20%, voire parfois plus. En ce qui concerne les frais eux-mêmes, enfin qu'on appelle les frais de notaire improprement, puisque vous avez aussi des taxes là-dedans, on est à peu près entre 2 et 3%, et dans les 2 ou 3%, vous avez à peu près 1,25% qui revient au titre des émoluments du notaire. Après, sur les donations de sommes d'argent, c'est beaucoup moins que cela, c'est de moins de 1%, dont 0,4% qui reviennent au notaire. D'accord. Alors, l'avantage principal que j'ai compris, outre la souplesse, c'est l'arme anti-brouille des familles. Voilà, c'est ça, c'est le principal avantage. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais ça nécessite effectivement une bonne préparation, parce que des fois, une donation partage peut provoquer une brouille. Hein. Donc il faut, encore une fois, c'est une question de réglage. Il faut expliquer, il faut avoir beaucoup de pédagogie. C'est le notaire pédagogue, voilà. le notaire pompier parfois quand même. Oui, Vous faites tout, vous. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, exactement. Quand on dit que le notaire, il est au cœur des familles. Il y a des handicaps ou pas quand même? Bah, oui, le handicap, j'en vois 2. Le premier que j'ai signalé, c'est faire quand même penser aux besoins d'indépendance future, donc pas tout donner nécessairement, préserver notamment la résidence principale. Je pense aussi à un deuxième handicap, c'est quand vous avez des biens qui sont de nature très différente. Je ne sais pas, un appartement à Oyonnax, par exemple, un appartement sur la Côte d'Azur, qui à un instant T peuvent avoir la même valeur et que les parents conservent en termes d'usufruit. Et les enfants ne pourront disposer de ce bien qu'au décès des parents. Ben, si vous rendez 15 ans plus tard, vous pouvez constater des écarts de valeur importants. Et donc, il faut là aussi faire attention à la façon dont vous donnez. Sacrément anticipé Voilà. quand même, parce Ouais, que faut se faut projeter deviner toujours. le prix de l'immobilier en 15 ans, Ouais. que ce soit dans la région Rhône-Alpes ou sur la Côte d'Azur. Voilà, mais si c'est vous un avez peu 2 compliqué, appartements hein. sur Lyon, bon, vous pouvez dire qu'a priori, les évolutions seront pareilles. Combien y recourent chaque année de Français? Comment encourager, voire comment accélérer donc, cette procédure? Je pense que l'accélération de la procédure, c'est surtout, encore une fois, la communication, c'est la pédagogie. Mais je pense que les notaires le font, et le font souvent, en fait, quand ils détectent qu'une donation a été faite à un enfant et pas aux autres. Et souvent, c'est essayer de dire aux parents, ne laissez pas des bombes à retardement dans votre succession. Anticipons et réglons l'ensemble des difficultés possibles dès maintenant.
Voilà, la donation-partage, donc l'une des très nombreuses facettes des notaires. C'est la voie royale de la transmission. C'est la voie royale, la Voilà, voie la exactement. plus simple. En tout cas, voilà, sur le papier, et puis ça permet d'anticiper en effet toutes les Tout à brouilles fait. qu'on peut trouver donc après la mort du légataire, en effet. Mais c'était très clair. Merci Didier Coiffard, Je vous en prie. notaire à Oyonnax dans le département de l'Ain, président du Conseil supérieur du notariat. C'est pas fini, hein, le Club du droit. Vous restez avec nous. À noter que la semaine prochaine, on parlera de l'acte de vente. Ce sera notre dossier la semaine prochaine. Tout de suite, autre rendez-vous dans ce Club du droit. Passez-moi le notaire. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Oui, passez-moi le notaire. Vous savez, le Club du droit sur BFM Business, ce nouveau rendez-vous, c'est aussi la possibilité pour vous de nous poser directement des questions. Enfin, quand je dis nous, pas moi, hein, les notaires qui nous accompagnent, bien sûr. Et pour vous répondre aujourd'hui, Maître Antoine Dejoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Vertou, dans le département de la Loire-Atlantique. Absolument. On voit des choses sympathiques du côté de Vertou, non? C'est le pays du muscadet. Je le savais, c'est pour ça que je vous tendais la perche. Hein. Merci. Bon, vous êtes vice-président du Conseil supérieur du notariat. On a ouvert une adresse mail, hein, le clubdudroit@bfmbusiness.fr. C'est une adresse qu'on a laissé un petit peu fuiter. C'est la raison pour laquelle on commence d'ores et déjà à avoir quelques questions. Pas facile de choisir. Allez, on en a pris 3. Stéphane à Rueil-Malmaison, que nous demande-t-il? Que recouvrent réellement les frais de notaire dans une vente immobilière? Ah, les fameux frais de notaire. Hein. Alors, Maître Dejoie. Alors la question de Stéphane, c'est la question pour nous de tous les jours. Ah bah oui, toujours. Pourquoi ça coûte si cher? Ouais. En fait, les frais de notaire sont en réalité des frais d'acte. On va prendre l'exemple d'un acte de vente, par exemple, pour lequel, sur 10 € de frais que le client va verser, il faut compter 8 pour les collectivités locales, l'État, c'est de la fiscalité. Oui, oui. 1 pour les intervenants extérieurs, le formalisme, les pièces jointes à l'acte, et puis 1 pour le notaire, voire les notaires si 2 notaires interviennent, ce qui arrive parfois. Tout juste. Alors, ça veut dire que, en fait, quand on parle de frais de notaire, c'est pas les frais de notaire, c'est les frais perçus par le notaire, mais distribués ensuite à la puissance publique. Absolument, Ouais. absolument. Il est vrai qu'on verse tout au notaire et le notaire fait ce travail depuis longtemps, un travail de collecteur d'impôts qu'il effectue d'ailleurs finalement gratuitement puisqu'il verse un impôt en quelque sorte avec le paquet cadeau, tout ficelé directement aux collectivités locales et c'est tout réparti, la part des collectivités, départements, communes et puis une part pour l'État un petit peu. Alors, ce qu'on appelle les frais de notaire qui ne vous reviennent pas complètement dans votre poche, hein, c'est ce que vous nous expliquez très clairement, c'est quoi à peu près 8% à peu près de la vente, hein? 8% des frais versés au notaire, 6% sur une vente, 6% du prix. Une vente 100 000 € par exemple, bon je prends évidemment un chiffre rond, 100 000 €, les frais 6 de 000 notaire euros. c'est à peu près Alors, 8 000 € environ, ouais, 6 000 € environ de fiscalité. de fiscalité et le reste pour vous ou à partager avec votre collègue donc qui Voilà. représente Et un petit peu de formalisme. l'autre partie. Oui, parce qu'on vous reproche souvent de vous en mettre plein les poches, etc. Non, c'est très clair, les notaires ne prennent pas tous les frais de notaire à leur compte. Combien d'heures vous passez sur une vente parce que qu'on se rende bien compte finalement le coût horaire. C'est difficile à calculer Bah oui. parce que chaque dossier est différent. Vous pouvez avoir un dossier très simple avec un prix relativement important, une maison qui finalement ne pose pas trop de difficultés. Puis parfois, sur une petite opération ou aussi une grosse opération, il y aura beaucoup de temps passé, des difficultés, un nombre d'intervenants, difficultés ne serait-ce que pour fixer le rendez-vous. Donc c'est variable, mais sans doute qu'un chiffre de 15 à 25 heures peut être retenu. C'est la moyenne, voilà. Et avec le même prix, quel que soit le Bien nombre d'heures passées. Parce que le travail, il ne s'arrête pas toujours au moment où les clients signent. Non. Il y a le travail antérieur, mais le travail postérieur. Tout juste, bien entendu. Voilà, donc cette première question, donc on rappelle l'adresse, le clubdudroit@bfmbusiness.fr. Isabelle à Dijon qui nous demande quel est l'avantage du bail notarié. Alors, Maître Dejoie, qu'est-ce qu'elle veut dire? Expliquez-moi. Alors, en effet, beaucoup de gens signent un bail dans leur vie, ou plusieurs d'ailleurs, côté locataire, souvent quand on est jeune, et parfois côté propriétaire, on peut l'espérer à chacun. L'intérêt du bail notarié, c'est de faire un bon contrat. Alors, pour commencer, il faut bien se dire que le contrat est souvent écrit par l'une des deux parties, souvent le propriétaire ou l'intermédiaire qui travaille pour le propriétaire. L'intérêt du notaire, c'est d'abord de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui va venir apporter cet équilibre naturel dans le contrat, ou plutôt apporter naturellement l'équilibre qui, lui, ne serait pas. Et puis, on va avoir une convention qui va être aux normes, parce que le notaire est un juriste qui est en principe toujours averti des évolutions, et elles sont fréquentes, vous l'avez évoqué déjà. Il va donc pouvoir être aux normes, être, je dirais, à l'actualité de toutes les règles qui évoluent. Ensuite, cet acte aura
force probante. Il sera établi avec une date qui sera incontestable. Et puis, pour le propriétaire notamment, il pourra être établi un titre exécutoire qui lui permettra, le cas échéant, on ne l'espère pas, de recouvrer notamment le montant du loyer si le locataire venait à ne plus payer. Voilà donc la réponse de Maître de Joie à Isabelle de Dijon. Paul à Colombes qui vous demande comment se passe le divorce chez le notaire depuis le 1er janvier. Ah oui, ça c'est la révolution, on en a beaucoup parlé aussi. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle là, un peu la déjudiciarisation quelque part. Avant on passait chez un juge. Absolument. Maintenant on passe chez le notaire. Pour le divorce par consentement mutuel, attention. Absolument, absolument. Bien sûr. En fait, le format général, si on veut, n'a pas changé. Il y a toujours plusieurs procédures, dont la procédure de divorce par consentement mutuel. C'est le divorce dans lequel les époux vont mettre au point ensemble les conséquences de leur divorce, le principe d'abord, et puis les conséquences. La modification du 1er janvier est la suivante. Comme vous l'avez dit, on n'a plus besoin de passer devant le juge. On devra toujours établir les conventions. On sera tenu de faire appel à 2 avocats. Au lieu d'un. 2 avocats au lieu d'un, pour en principe assurer l'équilibre Bien. du contrat. Ensuite, le notaire sera destinataire par l'un des 2 avocats de la convention et il en fera le dépôt. On dit le dépôt au rang des minutes, c'est un peu technique. En tout cas, ce dépôt permettra de donner au divorce ses effets. 2 notaires, ça veut dire 2 fois plus cher le divorce. 2 avocats. 2 avocats, donc 2 fois plus cher. C'est difficile à dire. Ouais. Les avocats ne sont pas tarifés, mais je pense qu'après, ils vont évoluer. Et puis, de toute façon, vous savez, c'est un monde concurrentiel. Donc, j'imagine que la question des coûts va s'établir. En tout cas, pour le notaire, ou plutôt pour le client, le coût de ce dépôt, c'est 42 € hors taxe. 42 € hors taxe, donc ça fait à peu près une petite cinquantaine d'euros TTC. Et alors, ça permet quoi? Ça permet d'accélérer la procédure. On peut divorcer en combien de temps, grâce à vous, les notaires, maintenant, depuis le 1er janvier? Eh bien, on peut considérer que ça accélère la procédure. La convention qui est signée par les clients avec les avocats, elle doit être envoyée assez rapidement, au bout de quelques jours, 7 jours, au notaire, qui lui-même doit faire l'acte de dépôt en 15 jours. Donc on a un rythme assez rapide qui va être respecté. On n'aura pas l'éventuel encombrement de certains tribunaux auxquels les personnes étaient autrefois confrontées. Confrontés, bien sûr. Est-ce que c'est un bouleversement quand même depuis le 1er janvier? Est-ce que c'est un bouleversement de la sociétale attendu? Est-ce que les gens ont le réflexe notaire quelque part de pousser finalement la porte d'une étude de notaire qu'ils ne connaissaient peut-être pas forcément a priori? Je pense que beaucoup avaient déjà l'occasion quand même de rencontrer un notaire. Déjà, si les personnes ont un patrimoine à partager, notamment un patrimoine immobilier, il fallait déjà et il faut toujours qu'ils fassent appel au notaire. Mais il est vrai que certains époux, certains clients vont cette fois pouvoir aller chez le notaire, même si leur comparution, comme on dit, leur venue chez le notaire n'est pas obligatoire pour cet acte de dépôt. Oui, mais on parlait tout à l'heure avec Didier Coiffard, justement, le notaire qui rentre un peu dans les affaires de la famille, qui regarde un petit peu ce qui se passe pour éviter les brouilles. Est-ce que quand un notaire, finalement, va gérer un divorce, désormais, il vous faut connaître un petit peu le passé du couple pour bien vérifier que tout ce qui est mis noir sur blanc correspond bien à la volonté de l'un et de l'autre? Le contrôle reste assez formel sur la convention qui est signée par les avocats, mais il y a souvent cet acte de partage. Cet acte qui consiste d'abord à lister le patrimoine, ensuite le répartir, et évidemment que les époux vont un petit peu revenir sur le passé pour savoir comment ce patrimoine a été composé. En quelque sorte, l'histoire du patrimoine. Et un recours ou pas, où le juge n'intervient plus du tout, là. Une fois que c'est signé, c'est signé. Une fois que c'est signé, le juge n'intervient plus. Bien, Antoine Dejoie, donc notaire à Vertou en Loire-Atlantique, qui vous répondait. Donc merci à vous, Antoine Dejoie. On rappelle l'adresse mail, le club du droit @bfmbusiness.fr. Continuez, la semaine prochaine, vous aurez à nouveau la parole. On vous donnera également les réponses. Avant de nous quitter, le saviez-vous? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous? Oui, le saviez-vous, chaque semaine, eh bien, nous partirons à la rencontre des notaires. Alors, soit dans leur étude, soit sur le terrain. Cette semaine, tiens, nous embarquons à bord d'un train, direction Bordeaux, dans le TGV, le nouveau TGV, avec des consultations gratuites pour guider, conseiller les voyageurs dans leur démarche. Le train des notaires, reportage commenté par Erwan Maurice. Les notaires sortent de leurs études à bord de 7 trains direction les grandes métropoles françaises à la rencontre des voyageurs. Ils ont écouté, conseillé Maître Monpère.
Les portes des études ne sont pas toujours faciles à franchir. Et là, nous faisons un pas vers l'ensemble des Français qui ont confiance en leur notaire. Immobilier, patrimoine, entreprise, les voyageurs ont bénéficié de consultations anonymes, succès plein pour cette première opération. On n'a souvent pas le temps de prendre un rendez-vous pour une consultation avec un notaire et là les notaires viennent à nous, donc j'ai trouvé ça sympathique. On se dit j'ai toutes les questions et puis toc, j'ai le notaire sous la main, super. Et donc il débroussaille bien le terrain, c'est vraiment très pratique. Ça permet de casser la barrière de l'échange et puis d'échanger facilement avec eux et pas de se dire ça peut me coûter des milliers et des cents. Ces consultations sont offertes, prodiguées par des professionnels qui ont apprécié eux aussi cette formule. Maître Burgot. On nous voit comme des gens poussiéreux à l'intérieur de nos études, bien cachés derrière le bureau, alors qu'en fait, on est des hommes et des femmes de proximité, proches du public, parce que nous avons une mission de service public. Cette mission se poursuit encore ce week-end. Les notaires sont présents dans une centaine de villes dans le cadre de la 38e édition des rencontres notariales. Voilà, le train des notaires qui fait escale en quelque sorte chaque semaine donc sur BFM Business, la station BFM Business, voilà, jeu de mots, station et puis chaîne de télé bien sûr, hein, puisqu'on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro hebdomadaire du Club du Droit. Tiens, je vous le disais tout à l'heure avec Didier Coiffard, l'acte de la semaine prochaine, le dossier de la semaine, ce sera l'acte de vente. N'oubliez pas donc l'adresse mail pour poser toutes vos questions donc aux notaires qui vous répondront, le clubdudroit@bfmbusiness.fr. Très bonne semaine à tous.